In phase. In phase. Bienvenue sur un nouvel épisode d'En Phase. Je suis aujourd'hui avec Sophie aka Odalie. Salut à toi. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de venir nous parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases un peu les grandes lignes du projet Odalie pour commencer, s'il te plaît? Odalie, déjà, c'est mon projet personnel de cœur, c'est-à-dire que en fait, c'est un peu moi, même si je co-compose avec un violoncelliste. Depuis 6 ans. On essaye de calculer à chaque fois à peu près combien de temps ça fait. En tout cas, on se connaît depuis assez longtemps et on co-compose tous les morceaux. Donc ça veut dire que c'est un mélange entre moi qui vais faire des synthétiseurs, tout ce qui est boîte à rythme, et puis aussi beaucoup de synthèse et de modifications sonores sur Ableton Live, avec tout l'aspect un peu acoustique du violoncelle. Et en termes de style, on est dans un style qui va être entre plein d'autres styles. Donc on va avoir vraiment ce côté moderne classical, comme Nils Fram par exemple, ou un peu electronica, un peu comme Max Cooper. Et en fait, souvent, on nous dit aussi que ça ressemble un peu à du post-rock, type Sigur Rós, donc, à cause des dynamiques, à cause de l'histoire qu'on raconte. Il y a un peu ce côté cinématographique que tu vas retrouver dans notre musique, et ambiante sur certains titres. Pas mal de couches aussi qui s'empilent, qui montent et qui créent des wall of sound un peu. Est-ce que on pourrait revenir un petit peu sur ton background? Quel a été un peu ton parcours musical, ta découverte de la musique et jusqu'aux grosses claques sûrement qui t'ont amené à la musique électronique et qui t'ont donné envie d'en faire toi-même, de devenir créatrice dans ce domaine? Je pense que j'ai un parcours assez original. Déjà, j'ai pas commencé la musique quand j'étais petite, du tout. Moi, j'ai jamais fait de musique avant 20 ans. Donc, je pense que c'est assez original. En fait, je voulais être animatrice radio. Donc, j'ai fait des études de radio à Paris. J'ai travaillé pour SFR Musique, pour WeFM, pour tous ces gens-là. Et après, j'ai travaillé pour Radio France, pour France Bleu particulièrement. Sur des émissions de cuisine et de jardinage. Donc vraiment... belle carrière quand même. Enfin, tu as j'ai un beau parcours dans ce que tu voulais faire. Dans Exactement. ton rêve d'enfant. Exactement. Et en fait, pendant que je travaillais à Radio France, j'ai commencé à faire des reportages sur de l'artisanat, sur, je sais pas, des élevages de cerfs, etc. Et en fait, j'ai vraiment réussi à trouver énormément de goût pour l'enregistrement. Et particulièrement les micros, tout ce qui était micro, tout ce qui était un petit peu enregistrement ASMR. On va dire maintenant, on appelle ça de l'ASMR, mais à l'époque, c'était pas vraiment à la mode. Et en fait, je suis vraiment rentrée dans la musique par l'enregistrement. Quand j'ai quitté... des prises d'ambiance, reportages, avec des sons d'ambiance bien enregistrés. Exactement, J'ai acheté des micros pour faire mes propres reportages. Et en fait, quand j'ai quitté ce boulot d'animatrice radio, j'ai vécu en squat pendant 3 ans. J'avais monté une université populaire à Lyon avec des amis où on avait un mouvement très politique en fait, où on donnait des cours à des gens sur plein de sujets. Donc j'ai vécu dans un squat artistique pendant 3 ans et je pense que j'ai vraiment découvert ce que c'était l'art à ce moment-là et ce que c'était d'être créatrice d'art. Et en fait, moi j'étais en charge très rapidement de tout ce qui était organisation de soirées dans les squats. Donc j'ai organisé des soirées mémorables à Lyon, dont tout le monde se rappelle, en tout cas dans le milieu militant. Et en invitant... C'était à la friche, c'est Lamartine. Il y avait la friche RVI. Friche RVI. Et moi, je suis arrivée juste après la friche RVI. Le squat s'appelait Au Château dans le ciel. Et on était vraiment les choupis des squats, un peu les mignons qui font de l'enseignement, qui parlent de l'éducation populaire, etc. Et engagé, créatif et voilà, c'est ça, ouvert, très ouvert sur l'extérieur. Et en fait, cette expérience-là, moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'avais des choses à dire
plus loin que, en tout cas, juste la radio et parler de sujets généralistes. Et j'ai fait des reportages sur plein de sujets, le mal-logement, les clowns activistes. Et en fait, j'avais tout un travail de création sonore qui était autour de ça. J'ai même fait un reportage sur le tourisme émeutier en Grèce. Le tourisme émeutier. Ouais, les gens qui vont apprendre à faire des émeutes. Donc c'était très... je faisais des reportages sur des sujets qui m'intéressaient. Ouais. À un moment, il a fallu que je fasse les musiques. Parce que, en fait, ça coûte cher d'acheter des musiques à des compositeurs ou des compositrices. J'ai commencé à faire mes musiques. Et en fait, j'ai fini par faire que de la musique. Ok, voilà. Trop drôle. J'ai enlevé le blabla par-dessus. En fait, la musique se suffit à elle-même. Voilà, c'est ça. Alors à ce moment-là où ça se cristallise vraiment et tu choisis de développer vraiment le côté musical, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus comment tu travailles à ce moment-là, comment tu découvres les outils pour faire ce genre de musique, enfin voilà, comment t'as vraiment les tout débuts, les premiers pas là-dedans? Déjà en home studio, hein, évidemment, j'avais déjà mon studio pour faire mes podcasts. Donc j'avais des enceintes de monitoring, une petite carte son, une petite console et un micro. Et un enregistreur portatif pour tout ce qui était dans la rue. Ouais. Donc j'enregistrais déjà beaucoup de choses. Et en fait, j'ai vraiment commencé par faire de la musique un peu comme les gens qui font de l'électroacoustique ou de la musique concrète. Je prenais des enregistrements que je modifiais, je faisais des boucles. Ok. Enfin, vraiment field recording. Et c'est parti de là de base. Et puis après, j'ai commencé sur Ableton à m'intéresser un peu au synthé. Je me rappelle que le premier instrument que j'ai utilisé, c'était Collision sur Ableton, parce qu'il y avait vraiment cette patte un peu acoustique qui vient de ce type de synthèse-là. C'est le synthé où tu peux choisir la façon dont tu tapes, la résonance. Ça fait beaucoup des marimbas. Ça s'appelle de la synthèse par modélisation physique. Modèle physique, ouais. Et en fait, ça a un côté acoustique, mais en même temps un peu irréel, que j'aimais bien parce que ça correspondait un peu à mon univers rêveur, etc. En tout cas, ce que je voulais transmettre dans les reportages que je faisais. Et c'est vrai que j'ai vraiment accroché à fond là-dessus. Je faisais des nappes d'ambiance derrière mes reportages, ou même des choses qui faisaient un peu peur, parce que des fois mes sujets étaient assez... Enfin, il y avait du suspense, donc j'avais fait un reportage sur une expulsion de squat. Enfin, c'est violent, en fait. Ouais. Donc, la musique qui était derrière, elle était un petit peu expérimentale. Drone obscur. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment le tout début. Et puis après, une fois que j'étais bien lancée là-dessus, j'ai réussi à avoir une formation par Pôle emploi pour faire de la musique. Vive la France. Ah oui, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que c'était exceptionnel de pouvoir décrocher des sous pour faire une formation professionnelle. Voilà, donc là j'ai fait une petite formation de sound design et sur Ableton à Lyon. Et en fait, à la suite de ça, j'ai vu que j'accrochais vraiment sur ça et que c'était facile pour moi. J'y passais des jours, des nuits, enfin vraiment j'accrochais. Et en fait, j'ai passé une espèce de concours dans un conservatoire à Lyon pour la classe de musique électronique. Ok. Et j'ai été prise et puis c'est parti, 3 ans. Donc t'es rentrée dans cette école. Ouais. C'est au conservatoire ? Oui, en fait c'est le conservatoire de Villeurbanne. Ouais. Ça s'appelle l'ENM de Villeurbanne. Et en fait, il y a énormément de musiciens électroniques très très bons qui sortent de cette école, notamment Submarine FM. Qui est chez Slabnote, qui était juste avant moi, que j'avais fait jouer dans le squat en fait, et qui m'en avait parlé. Et je suis rentrée dans cette école, et mon prof, il est exceptionnel. En fait, mon audition, je me sentais vraiment pas bonne. Enfin, je suis venue avec beaucoup d'idées. Ça ressemble à quoi une audition de musique électronique ?
tu fais écouter tes morceaux. Ouais. Tu les joues ou tu fais Non, écouter? tu fais écouter. T'arrives, t'as tes maquettes, tu fais écouter et en fait tu te Et tu décomposes. te sens jugé. Bah, bien sûr, Ouais. parce qu'en face de toi, tu as une personne qui a énormément d'expérience, dont tu as besoin pour faire avancer ton projet. Parce que même si on apprend des trucs sur YouTube, une personne qui va vraiment t'accompagner toute l'année et puis avoir accès à une salle où il y a des enceintes de monitoring, où c'est traité acoustiquement, où il y a une école avec un studio, et puis on a des synthétiseurs. Enfin, en fait, c'est le rêve. Bah oui, c'est le oui. rêve, bien sûr. Donc, tu es dans cette pièce et tu te dis, OK, tout repose sur l'écoute de mon Ce morceau. moment-là, ouais. J'aurais Bon. peut-être dû bosser 1 heure de plus. Exactement. Et puis, moi, j'avais un peu copié des musiciens que j'écoutais, mais bon, tu fais jamais aussi bien. Je me rappelle avoir fait écouter et dire juste derrière, je suis désolée, vraiment, c'est nul. Chose à ne pas faire Non, en pas. entretien, Non. enfin, en audition. Pardon, j'aurais pas dû venir. Et en fait, surtout, j'avais entendu la personne, l'élève, la personne avant moi, qui avait présenté un truc super bien mixé, qui sonnait super bien. Et en fait, je me disais, c'est une catastrophe. Vraiment, moi, à côté, c'est nul. Et en fait, mon prof m'a dit, texto, en fait, la technique, ça s'apprend. Eh ben oui, Les l'école est là idées, pour ça. Les idées, ça s'apprend pas. T'as fait plein de choses très originales. Tu prends des sons, tu les reverses, t'as eu plein d'idées. En fait, c'est sur ça qu'on va construire. La créativité et le discours. Bah voilà, Dans la et musique. d'avoir un propos. J'avais déjà un propos, mais je savais pas faire. Et je pense que c'est ça qu'il a vu. Et il m'a dit, mais go, on y va. Enfin, et donc 3 ans de cours de musique électronique, avec aussi ce côté où moi, j'ai travaillé tous les jours. Ouais. Je savais même pas ce que c'était une batterie. Je savais pas comment était composée une batterie, en fait, quand j'ai commencé. Donc, Oui, les éléments de la batterie. ah oui, genre une grosse caisse, un snare. Enfin, je savais rien, en fait. Donc, je suis vraiment partie de zéro avec juste énormément d'envie. Je savais pas ce que c'était l'harmonie. Je connaissais pas les notes. Ouais. Ah Tu ouais. faisais vraiment les choses à l'instinct et d'un coup là, t'as revu toutes les bases de la chose. Bah ouais. Et puis on Génial. apprend tout, hein, Ouais. le mix. Et à cette époque, c'est quoi tes influences? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu écoutes de la musique? T'écoutais beaucoup de musique Oui. Oui. jusqu'à ce moment-là, ouais. Bah, je pense que de toute façon, j'ai toujours écouté énormément de musique, et j'en écoute toujours énormément. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand je parle avec des musiciens, des fois en fait, ils écoutent peu de musique. Moi, je suis vraiment dans les personnes je vais écouter les dernières sorties, Ouais. et dans plein de styles différents. C'est vrai que ça m'intéresse en fait de juste savoir ce qui se fait, les albums des artistes que j'aime bien, mais aussi un peu les nouvelles choses, ce que les gens écoutent, et j'écoute un peu tous les styles en fait. Je vais... T'as un appétit pour ça et tu prends le temps aussi Ouais. de le faire. Oui. Et c'est vrai que par exemple dans mes artistes préférés, il y a, je sais pas, du rap israélien, tu vois. Noga Erez, je l'adore. Et en fait, c'est étonnant par rapport au style de musique que je fais. Mais en fait, je m'en fous. Oui. On n'a pas besoin d'avoir des œillères, de se contenter. Ouais, voilà. Mais mes influences à l'époque, c'était. Déjà, j'écoutais mon morceau d'entrée à l'ENM, c'était, j'ai envie de dire, une copie de Saïset. Vraiment, j'avais tout pris sur lui parce que j'étais trop fan de son album de l'époque, et je voulais un peu faire la même chose en fait. Et après j'ai écouté John Hopkins énormément. Je pense que c'est même l'artiste que j'ai le plus écouté. J'avais des vieilles influences, on va dire la plus post-rock. Sigur Rós, c'était l'album Valtari. C'est vraiment un album que j'ai énormément écouté. Mais aussi, quand j'étais plus petite, des trucs genre Dead Can Dance, et pas mal de musique de film en fait. Ouais. Voilà. Ben, on ressent tout ça. Hein. T'as réussi à faire un bon mélange. On voit donc, ok, pour les influences.
Comment se développe à ce moment-là, en parallèle de l'école, ton arsenal, avec quels outils tu découvres, tu adoptes, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Hum, de base, déjà, mon prof nous avait dit qu'il fallait faire avec peu de moyens. Et c'était un peu tout son discours. C'était essayer de faire des morceaux seulement avec Ableton pour commencer. Parce Mhm. parce qu'en fait, tu n'auras pas tout le temps les sous d'acheter plein de synthés. Et en fait, il nous disait, pour apprendre, c'est quand même super bien d'utiliser les plugins de base d'Ableton, mais aussi de partir pas avec des presets, en fait. De vraiment comprendre, OK, je pars d'une onde toute simple et je vais créer tous mes sons. Mhm. Donc moi, en plus, vu que j'avais l'aspect field recording, etc., ça me parlait beaucoup. Donc par exemple, j'ai un morceau qu'on joue encore, qui est un morceau que j'ai fait 100% avec Operator, Ok. parce que c'était l'exercice. Et j'ai aussi une banque de samples qu'on a créée. L'exercice, c'était de reproduire les sons de Ryoji Ikeda, entièrement avec Operator. Et du coup, j'ai une banque de click and cut qui date de cette année-là, que des sons faits avec Operator, mais que j'ai gardés et qui sont dans presque toutes mes compos. Que tu utilises encore. Tout le temps, Ouais, tout ouais. le temps. Et en fait, mes sons, tu les retrouves. Si tu écoutes mes morceaux, tu vas retrouver les mêmes. Enfin, je pense que c'était mon premier truc de vraiment créer mes outils et mes sons. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, par contre, mon prof nous a rapidement mis au synthé modulaire. Donc, c'est vraiment avec lui que moi, j'ai découvert. Ok. Et en fait, c'était assez marrant parce que la manière d'enseigner dans cette école, c'est de dire, tu regardes le synthé puis tu essayes de sortir un son déjà. Donc, il fallait qu'on arrive à comprendre Par l'expérimentation. par l'expérimentation. Ce qui n'était pas facile parce qu'on était tous les trois à regarder la boîte et à se dire ça serait bien qu'on arrive déjà à juste sortir du son. C'est écrit quoi sur ce petit trou là? Out, ça doit pas être là. Non. Et du coup, à réussir à brancher les câbles pour juste sortir un Ouais. son. Hein. Même pas faire quelque chose de musical. Hein. Juste trouver le chemin du son, c'était déjà une bonne base. Ouais. Ils sont du coup équipés en module. Ouais. Il y a un peu, ouais, il y a du matos. Oui, tu disais qu'il y avait des synthés. Ouais, franchement, j'ai eu vraiment de la chance. C'est J'ai eu de la trop chance. Il y a un prophète, il y a des synthés, plusieurs racks de synthés modulaires, il y a un Moog. Enfin, en fait, j'ai tout découvert. En plus, on avait des ateliers d'électro live où on jouait en groupe. Génial. Et jouer de la musique électronique en groupe, c'est très très dur parce qu'il faut apprendre à se synchroniser, avoir tous et toutes la même cloque. Donc c'est un enseignement qui va rester tout le temps. Et c'est vrai qu'être dans un cadre aussi privilégié pour faire ça, je pense que c'est vraiment cool. Moi, j'ai appris des choses. Je crois que si j'avais été dans le grand bain de la musique électronique et j'étais allée à des soirées comme nous à Lyon, on a des soirées de synthé modulaire. Je suis pas sûre que j'aurais réussi à apprendre tout ça en fait. Oui. Ça aurait, je pense, été très obscur pour moi. Et en fait là, chaque semaine, je m'entraînais chez moi et je revenais avec des nouvelles compos et je disais voilà, je trouve que par rapport à tel artiste, il y a ça qui sonne pas très bien. Comment je peux faire? Et j'avais des réponses toutes les semaines. C'est quand même... ouais, j'ai vraiment de la chance. C'était mérité puisqu'ils t'ont ils t'ont choisi. Comment il s'appelle ton super prof? Guillaume Dussably. Ok. Et il avait un groupe pendant des années qui s'appelle Beaucoup Beaucoup, qui est un groupe de techno modulaire. Et son projet, c'était de mettre des modulaires dans un camion avec un système son derrière le camion. Ok. Et pendant la fête de la musique, après le confinement, il a fait tourner le camion dans tout Lyon avec ses synthés modulaires dans le camion et un système son de ouf. C'était génial. Donc non, c'est vraiment cool. Et donc à cette époque, tu adoptes un prophète et des modules de synthé que tu découvres, enfin, en tout cas tu commences à cerner un petit peu ce dont tu as envie, besoin, tu commences à acheter des choses? Forcément, c'était un peu cher.
Donc, à cette époque, je commence par le modulaire directement. Ah ouais. Parce que c'est ce qui m'attirait le plus. Donc, j'ai pas commencé avec un synthé soustractif. J'ai vraiment acheté direct un rack. Et j'ai acheté mes 2 premiers modules qui étaient le Rings de Mutable Instruments et le Clouds. Donc, j'ai envie de dire un peu le B.A.-ba du modulaire. Cloud, ça fait quoi? C'est de la synthèse granulaire. Ok. Donc, du coup, je sais que c'est un peu le mainstream du modulaire. Voilà, ça, c'est le patch de base. Ouais, c'est des bonnes premières portes. C'est ça. C'est les modules qui sont assez accessibles. Et et où, en fait, en tout cas, c'est une base. C'est une bonne base. Et en fait, ça permettait aussi de faire du son tout de suite. Parce que le problème avec le modulaire, c'est qu'il faut des fois déjà 4 modules pour faire du son. Pour avoir une ligne. Voilà. Ouais. Et donc, en tout cas, si tu veux une enveloppe, un VCA et un oscillateur, ça fait déjà 3 modules. 16 000 €. Après, il te faut un module de sortie. Ouais. Rapidement, tu tombes à 4 modules, ça coûte déjà pas mal d'argent. Donc moi, mon objectif, c'était quand même de commencer avec quelque chose alors que j'avais pas beaucoup d'argent. Donc il fallait que je commence quelque part. Et puis je pense qu'après, au fur et à mesure, j'ai vraiment monté mon case qui, en fait, là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas bougé. Ah ouais. Donc, mais je suis très économe. Après, ça bouge un peu tout le temps aussi. Enfin, tu peux changer, j'imagine, un peu le patch. Enfin, oui, c'est ça. Ça te donne une palette sonore qui est déjà assez large. Oui, et bien puis dessus. j'ai l'impression que quand des fois il y a des gens qui ont des énormes cases avec plein de modules, mais ils vont utiliser la moitié. Ouais. Moi, je suis vraiment pas de cette école. Je revends les modules que j'utilise pas, en fait, et parce que je suis un peu économe, j'aime bien vivre avec peu de choses. Et puis à l'école du minimalisme. C'est un peu ça. De l'économie de moyens. Économie de moyens et aussi me dire que des choses que j'utilise pas, ça sert à rien que je les garde, en fait. Encombré, ouais. Ouais, voilà. Donc mon modulaire, il est assez petit et je le contrôle avec mon ordinateur. Donc ça me fait aussi économiser beaucoup de place et beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de modules que j'aurais dû acheter si jamais j'avais pas Ableton pour contrôler mon modulaire, en fait. Pour séquencer, envoyer du MIDI. C'est ça, ouais. Ok. Et est-ce que tu continues à travailler un peu avec les micros à ce moment-là, à enregistrer des choses, à les triturer, à resampler Ce qui est marrant, c'est que pas du tout. J'ai lâché, en fait, j'ai eu vraiment envie de me plonger dans la synthèse parce que j'ai trouvé ça magique, en fait. J'ai trouvé que c'était... Enfin, c'est hyper intéressant de créer des instruments qui n'existent pas, qui viennent un peu de ton esprit. En plus, il y a un truc très intuitif. Brancher des câbles, j'adore. En fait, moi, ça me met vraiment dans un état de trance, méditation. Enfin, je sais pas, il y a un truc... j'ai plein d'idées. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui se crée dans ma tête. Et à chaque fois, je me dis, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Ah, mais si finalement j'inversais. Et en fait, ça devient un peu une espèce de truc qui... Je vais continuer à faire ça, puis j'en fais des heures. Et en fait, ça me fait du bien. Donc, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Et à peu près au même moment, je commençais à faire des musiques pour des... Je faisais des musiques pour Émile Cole, qui est une école de dessin animé. Et en fait, j'ai fait des musiques pour des livres audio et pour un jeu vidéo et un film d'animation. Et je voulais travailler avec un violoncelle parce que j'étais arrivée en classe et j'avais fait écouter un morceau de John Hopkins avec un son au début du morceau, et j'avais dit, moi, je veux faire ça comme son. Et en fait, ça va avoir l'air un peu bête comme ça, mais en fait, du coup, les gens m'ont dit, tu peux pas faire ça comme son, c'est pas du synthétiseur, c'est un violoncelle. C'est un violoncelle. Et j'étais là, mais trop bien, du coup, je veux un violoncelle. donc, en général, quand j'ai une idée, ça reste. Et en fait, il se trouve que dans mon école, il y avait le violoncelliste qui travaillait avec tous les projets de musique actuelle, qui était le violoncelliste qui travaillait avec des pédales, d'effets sur son violoncelle, qui mettait son violoncelle dans un ampli, qui faisait plein d'expérimentations.
Et en fait, du coup, on a été mis en contact. On a fait un livre numérique sur un séisme au Japon, Ok. avec des sons de violoncelle hyper deep. Moi, je faisais des bruits avec mon modulaire de tremblement de terre. Enfin, tu vois, quelque chose d'hyper beau et en même temps un peu drama. Enfin, voilà, c'était trop cool. On a fait ce truc-là, on s'est super bien entendu et on a continué. Donc, du coup, on a sorti un des titres de ce livre était sur notre premier EP. Ok. Et après, c'était parti. Le On a livre, commencé c'était à un faire. projet de commande relié à l'école? Ou Ouais, c'était c'est un ça. projet perso ou- Non, c'est vraiment l'école en fait cherchait des compositeurs et des compositrices pour faire des musiques pour leur contenu. En fait, eux c'est des gens qui font des dessins animés ou des livres Ah, c'était pour numériques. Émile Cole, pardon. Émile Cole, ouais. Et en fait, du coup, ils cherchent tous les ans. Ouais. Il y a des Oui, ils ont personnes, besoin des de- classes, et on fait des collaborations. Ils ont des budgets compos et du coup. Gratuit. Ah ouais? Ouais, gratuit. Bah, école, en fait. Ouais. C'est-à-dire Bah, que vous c'est êtes étudiant, vraiment on va pas un... vous payer. Bah, bien sûr, ouais. C'est un partenariat entre Ouais. les deux écoles Ça te permet de travailler, de faire des premiers projets de et commande. d'essayer de faire ce taf, en fait. D'essayer pour la première fois en général. Donc, rencontre avec Paolo Reze, c'est ça? C'est Redze. Reze, Ouais, c'est italien. italien, qui est lyonnais. Donc, Ouais. Ouais. et belle rencontre. Et vous commencez à travailler ensemble. Enfin, vous continuez à travailler ensemble. Et à ce moment-là, il y a déjà un projet qui s'appelle Odali, où il y a, ça se crée un peu à ce moment-là, en fait, avec cette rencontre. Exactement. En fait, à ce moment-là, moi, je finalise, on va dire, 4 morceaux. Il y en a que j'avais fait, en fait, à peu près au même moment. J'ai fait mon premier concert et là, c'est vrai que ça va être un peu bizarre parce qu'en fait, mon tout premier concert, c'était dans un dôme. Un planétarium, en fait. Ok. Pour Nice. un workshop. Sympa comme premier concert. Parce que je m'intéressais en fait à l'UNM. J'étais en classe de musique électronique et en même temps j'étais en classe d'électroacoustique. Hmm. Donc plus la musique contemporaine. Et je m'intéressais énormément à la spatialisation et à la question de l'immersion. En fait, l'immersion dans la musique, toutes les enceintes autour du public, je trouvais ça passionnant parce qu'en fait c'est une prolongation de la radio. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, tout mon passé dans la radio, j'arrivais à le voir sur cet aspect-là de la musique Spatialisé? spatialisée. Ok. Ouais, parce que ça me faisait penser au binaural que je connaissais déjà. Hmm. Enfin, Sur le côté immersif, en tout cas, Ouais. quand tu écoutes un truc au casque ou avec les ambiances qui ouais, qui c'est te ça. plongent dans qui te changent d'espace, quoi. Exactement. Donc, pour moi, il y avait cette idée que ma musique, la meilleure manière pour qu'elle existe, c'était dans cette forme spatialisée. Donc, je me suis directement intéressée à ça et j'ai eu l'occasion de faire un workshop avec une association qui s'appelle AADN à Lyon, qui est spécialisée en art numérique. Et ils font ce workshop tous les ans au Planétarium de Vaux-en-Velin où ils invitent des musiciens et des gens qui font de la vidéo à créer une œuvre en 4 jours pour Planétarium. Donc, gros challenge. Hein. Ouais. Gros challenge, mais passionnant, enfin vraiment génial, quoi. Et c'était mon tout premier concert de présenter ce travail-là avec mon modulaire, toute seule. Enfin, voilà, c'était pas évident, en Ouais. tout cas. Et c'est un genre de porte ouverte, du coup, où il y a vraiment une retranscription à une heure donnée. Ouais. On fait 4 jours de workshop dans le planétarium. Donc, il y a déjà l'idée de prendre en main un système de 8 enceintes spatialisées et ronds. C'est pas forcément évident. Ça, t'avais travaillé ça un peu à l'école, du coup? Pas non du tout. Ouais. Enfin, je savais router des enceintes. C'est-à-dire que finalement, la multidiffusion, quand on vulgarise, c'est juste envoyer un son dans une enceinte. Donc, d'habitude, on envoie des sons dans de la stéréo, donc dans 2 enceintes. Si on multiplie par 8, en fait, on fait juste la même chose qu'en stéréo, mais on double nos stéréos au fur et à mesure et ça fait de la multidiffusion. Oui. Enfin, moi, je Et t'as trouve... plus d'options
de savoir où tu vas envoyer Bah oui. ton son, quoi. Donc tu peux juste aller un coup à gauche, un coup à droite, un coup devant, un coup derrière. Et finalement, c'est vraiment la même chose. Et le routing, il n'est pas très compliqué Mhm. une fois que tu as compris ça. Après, par contre, tu vas avoir des logiciels qui te permettent de faire tourner les sons dans l'espace. Tu vas avoir de la réverbération 3D qui vont vraiment te donner l'impression que tu es dans un espace. Donc, reproduire des choses qu'on entend dans la vie de manière, on va dire, exactement de la même manière, c'est pas facile. Mhm. Mais par contre, router des sons dans des enceintes, tout le monde sait faire. Ouais. C'est des pistes de retour, en fait. Et là, il y avait quelqu'un qui vous accompagnait sur le côté technique. On a eu tous les ans, parce que du coup, je l'ai fait, c'était mon premier concert, je l'ai fait une fois, mais en fait, après, je l'ai fait pendant 5 ans. Mhm. Donc, J'aime bien jouer dans le dôme, je vais revenir. c'est ça, ouais. En fait, j'ai fait ça à 5 ans parce que C'est génial. j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Et moi, c'est vraiment mon truc, les espaces immersifs. J'adore plonger les gens dans des univers. Donc, tous les ans, je me faisais un petit challenge technique. La première année, j'ai fait quelque chose de très simple. La deuxième année, je voulais faire des vagues. La troisième année, je voulais faire du haut, faire ressentir. Est-ce que je suis capable de faire ressentir le fait que les sons montent alors que j'ai que des enceintes au sol? Enfin, voilà. Et donc, je me suis amusée tous les ans à me faire des petits challenges techniques et créatifs. Génial. Et puis, collaborer avec des artistes visuels ouf. Tous les ans, j'ai eu la possibilité de faire des collaborations géniales, de faire du réseau. Et en fait, en plus, ça se finit super bien parce que cette année, c'est moi la formatrice du prochain workshop. Du coup. Ouais, donc, je suis assez contente parce que c'est vrai que je me suis beaucoup investie là-dedans. Et là, on a eu en gros des formateurs à chaque fois qui expliquaient un peu leur technique, qui expliquaient les logiciels qu'ils utilisaient, quel était l'intérêt d'utiliser telle ou telle technique. Et en fait, moi, vu que je l'ai fait 5 ans, j'ai reçu les formations de 5 personnes différentes. Mhm. Et c'est vrai que vu que c'est un peu un milieu de geek, je pense qu'il y avait un peu cet aspect de dire ma solution, elle est super bien, vous devriez l'utiliser. Moi, c'est pas trop mon truc de dire ça. Je préfère dire, en fait, il y a 5 solutions, 6 solutions, 7 solutions techniques, mais ça va dépendre de ce que tu as envie de faire, en fait. Et donc, c'est un peu mon approche maintenant. C'est de me dire, j'ai appris toutes les techniques de tout le monde, je sais les faire. Et puis maintenant, comment je peux accompagner des personnes dans des espaces immersifs, à les aider à trouver ce qu'elles veulent faire, en fait. Et d'utiliser les outils techniques qui correspondent. Je pense que c'est assez important. C'est fou, t'as vraiment absorbé là, en l'espace de 5-6 ans tout ce que tu pouvais pour arriver à un niveau technique assez impressionnant. T'as une connaissance et d'une palette d'outils impressionnante. Bah ouais, j'essaye. Et alors, on était aussi à la rencontre avec Paolo. C'est quoi la manière de travailler un petit peu à l'époque et le setup que tu as sur le début du projet? En fait, j'ai mon studio dans mon salon. Je pense comme beaucoup de personnes. Je me rappelle que j'ai commencé avec des enceintes focales, donc les toutes petites, parce que j'avais pu me les acheter. Et non, quand on commence à faire le premier EP, avec Paolo, on enregistre dans mon salon. Ah oui, et j'achète un micro, c'est ça. C'était le Pour premier le violoncelle? pour le violoncelle. Parce qu'en fait, j'avais pas de micro et il fallait qu'on enregistre avec nos moyens, parce que sinon, on allait payer trop cher, en fait. Ouais. Donc, on enregistre le premier EP dans mon salon avec un AKG C214 que j'étais venue, une paire même d'AKG, que j'étais venue acheter à Paris à un guitariste de guitare classique qui prenait énormément soin de ses micros. Je m'en rappelle très bien. Et ces micros, je les ai toujours, je les adore. Ils ont un truc dans les aigus qui est très beau et qui aussi marque la façon d'enregistrer le violoncelle pour moi. C'est-à-dire que même maintenant qu'on a accès à des studios un peu mieux,
Et ben en fait, je le mets toujours, ce micro. Je le mets parce qu'il a un truc dans les aigus que je trouve beau et que je garde. En fait, ça met de l'air dans Ouais. le violoncelle, Une clarté. une clarté qui fait partie de ma musique. Ok. Comme Et- quoi, les limitations techniques, Et stéréo, tu prends en stéréo le violoncelle? non. Non. Non, je le prends en mono. Et on enregistre très très proche du bas du violoncelle en fait. Mm. On a une façon de placer le micro qui est très particulière. Si tu regardes des vidéos, je sais qu'il y a des personnes qui enregistrent des violoncelles dans le cadre de musique classique qui vont voir notre façon Qui se mettrait plutôt au-dessus de l'archet, non? Tu peux faire les deux. En fait, là, quand on a enregistré le premier EP, on le faisait vraiment tous les deux avec Paolo. Donc, on a fait beaucoup de tests. Et puis après, quand on a fait notre deuxième EP, on a eu l'occasion d'aller dans un super studio à Villeurbanne où ils avaient plein de micros. Donc là, on a installé 5 micros sur le violoncelle. Ok. Un en bas, donc comme on fait d'habitude, un deuxième de l'autre côté, et on a aussi installé des micros au niveau de ses doigts, au niveau des cordes. Enfin, moi, j'avais récupéré tous les sons du violoncelle avec 5 Pour avoir micros différents. vraiment la matière, Ouais. le jeu, les mouvements. Ouais, c'était ça. Ouais, C'était l'idée. ça s'entend. Et c'était pour faire un peu un truc de violoncelle sound design super précis, mais parce qu'on avait la possibilité de le faire. Hein. On avait un studio, on avait des micros qui coûtaient Un une parc à fortune. disposition. Enfin, en fait, on y allait. On s'est dit, Maintenant qu'on est là, maintenant qu'on est là et autant que j'ai brancher. payé, c'est bon, go, on met tout ce qu'on sortez a. tout ce que vous avez. Et il y a déjà des jeux de préparation un peu du violoncelle. Hein. J'ai vu que Paolo jouait avec des pinces à linge sur ses cordes Bah oui. marquées. C'était un peu l'idée aussi de présenter le violoncelle d'une autre manière. Parce qu'en fait, c'est un instrument que les gens vont vraiment avoir dans leur imaginaire d'une manière très classique. Et en fait, c'est un peu le travail de Paolo aussi qui l'intéresse le plus, d'emmener son violoncelle à d'autres endroits que là où on a l'habitude de l'entendre. Donc oui, il va mettre des pinces à linge, il va mettre des pinces crocodiles, il va mettre des billes. Il a fait ça il n'y a pas longtemps. et en plus, on enregistre à ce moment-là un morceau qui s'appelle Emerald, qui est un morceau assez dark et où les sons du violoncelle, c'est que du sound design. Donc en fait, il prend son archet, il tape sur son violoncelle, il fait vraiment des rebonds, comme ce que tu peux entendre quand tu utilises des LFO par exemple. Tu vas vraiment avoir... ça s'entend pas mal dans Rival Console, par exemple. Il va vraiment avoir les rebonds de son archet qui va lâcher, en fait, et ça va faire des sons qui vont ressembler énormément à ce qu'on entend dans la synthèse. Donc, on a tout ce travail de recherche autour du son du violoncelle et du sound design lié au violoncelle. Et en fait, on va super loin dans l'EP derrière l'écran, de vraiment essayer de chercher ce son qu'on a envie de garder sur la suite et de tout expérimenter. Et comment vous travaillez ensemble? Tu vas proposer une première base Alors là, on a eu pas mal d'allers-retours là-dessus. C'est-à-dire que je pense que quand tu travailles avec quelqu'un d'autre, de toute façon, il y a un moment où tu te cherches. Où tu te cherches et tu te dis ok, c'est quoi le meilleur moyen? Et en fait, on n'a pas encore exactement trouvé. C'est-à-dire que là, ça va faire 6 ans et on est encore en train d'essayer des nouvelles choses. Des fois, alors, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on est dans la même pièce, c'est quand même le mieux. Parce que du coup, il me fait une proposition. Je lui dis, ça c'est intéressant, j'aimerais bien qu'on garde le mode de jeu. Mais par contre, les notes, j'aimerais bien que tu changes celle-là parce que j'aime pas trop celle-là. Est-ce que tu peux me proposer autre chose? Ou sinon, on va avoir, je sais pas, une séquence de notes qui est bien, avec un mode de jeu qui est bien, mais avec mes compos, avec ce que j'ai déjà sorti, j'entends qu'il va y avoir des problèmes de mix derrière parce que par exemple, on est dans le même timbre. Donc là, je vais lui dire, voilà, il faut que tu montes d'un octave. Et si tu montes d'un octave, est-ce que tu dois changer les notes? Parce que moi, je connais pas bien le violoncelle, en fait. Ouais. Donc, du coup, on a ce truc d'aller-retour et de recherche. Mais en général, il y a une base qui est presque toujours là. C'est que je commence à poser,
au moins 3-4 sons électroniques. Et lui, il va venir après. On a fait ça parce que quand on part du violoncelle, bah, c'est difficile après de rattraper. Après, il y a eu des moments où on est parti du violoncelle et ça a marché, mais au niveau efficacité, on va pas assez vite. Ok. C'était plus compliqué. Oui, et en général aussi, j'ai remarqué quelque chose dans ma musique, mais ça, c'est il y a quelques mois. Hein. C'est-à-dire, c'est en écoutant, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque vis-à-vis du dernier album. J'ai remarqué que moi, j'ai tendance à poser le paysage, c'est-à-dire les éléments un peu lointains. Et en fait, il y a toujours une place pour le violoncelle. Même quand je fais un morceau où je suis censée être toute seule, parce que je fais des morceaux où il n'y a pas de violoncelle, en fait, à la fin, il manque toujours un truc. Et c'est toujours le violoncelle qui est lead et qui va prendre une place vraiment, qui va faire les thèmes, par exemple, qui va vraiment être le personnage principal du morceau, en fait. Et je pense que c'est parce que j'aime bien faire les paysages. Ouais. Enfin, j'aime bien faire le fond, en fait. Et lui va apporter le discours mélodique ou harmonique. Bah, en général, il y a quand même une grille d'accords ou un mode de harmonique qui a été choisi, parce que j'ai déjà commencé à poser des nappes. Souvent, je pose les basses assez tôt. Donc, il va y avoir un cadre harmonique, mais lui, il va vraiment arriver avec le personnage principal. Ouais. Des motifs. Ouais. Tu y penses ça quand tu crées, tu te dis je vais choisir un mode, on va partir sur telle gamme, ou tu expérimentes plutôt à l'oreille et après éventuellement tu réfléchis à ce que tu as fait. Y a un moment, je me suis vraiment passionnée. Je pense une fois que j'avais passé l'étape de comprendre le synthé modulaire, qu'après j'avais passé l'étape de comprendre la multidiff. J'ai eu un moment de passion pour l'harmonie. Donc, j'ai appris les accords, les extensions. Enfin, vraiment, en me disant, bon, bah, là j'en suis là. Donc, j'ai envie de régler ça. C'est quoi un mode Qu'est-ce que je peux choisir comme mode Quels sont les modes qu'on retrouve le plus dans ma musique aussi, parce qu'en fait, on a des réflexes, mais on ne le sait pas. En te reverse engineeringant. Exactement. Donc, j'ai écouté mes morceaux et j'ai noté tous les modes. Tu t'en souviens ? J'utilise énormément de lydien. Ok. J'utilise énormément de mode lydien, de dorien. Et j'ai des réflexes pas habituels sur les cadences, notamment. Je fais peu de ce qu'on appelle les cadences. Rappelle-moi. C'est de mettre certains accords les uns à la suite des autres, et je fais pas ça. Je fais très peu ça. La cadence, c'est revenir sur la fondamentale. Sur la fondamentale. Et moi, par exemple, je suis encore en phase d'apprentissage de cette partie-là. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que moi, c'est souvent suspendu. Donc, ça veut dire que je fais beaucoup d'accords en suspension. Et tu reviens pas à la maison. Je reviens pas à la maison. Je reviens jamais à la maison. Et en fait, j'ai remarqué ça. Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte que les compositeurs que j'écoute, donc mes références, reviennent rarement à la maison aussi. Donc et aussi que mon style, dans l'ambiance, on reste souvent suspendu, en fait. On va pas marquer la fondamentale, voire des fois, on va la cacher pendant très longtemps et l'amener que à la toute fin pour dire ça y est, on était là. Donc c'était hyper intéressant de voir cet aspect-là et puis d'explorer l'harmonie, où moi c'est difficile quand t'as pas appris la musique depuis que t'es tout petit. Tu rentres dans un truc qui est assez lourd, quoi, assez complexe. Moi je trouve. C'est pas trop par où l'attaquer. Moi, je trouve, je sais pas lire la musique. Donc, dès que je dois étudier des morceaux d'autres personnes, je note les notes sur les partitions, mais en fait, je lis pas bien la musique. J'aimerais vraiment bien me dire que ce serait possible d'ici 10 ans de savoir lire la musique.
Ou de Mais s'implanter une petite puce, une petite option lecture de musique, lecture de solfège. bah ouais, et en même temps, franchement, c'est difficile. Après, moi, je me suis dit un truc aussi, c'est si un jour j'en ai vraiment besoin, et je pense que les humains, on est tous comme ça, si tu as besoin de quelque chose, tu vas faire les efforts pour... Tu accorderas le temps nécessaire. Voilà, c'est ça. Donc si un jour j'en ai vraiment besoin, parce que par exemple je suis bloquée et que je trouve que mes compos elles tournent en rond, je suis persuadée que j'irai faire ce Non, mais travail. c'est ça peut être aussi un truc dans lequel tu viens butiner quand tu as une petite panne de créa ou que tu te poses une question ou que tu as besoin d'un truc pour te lancer et en fait ça suffit quoi. Ouais, c'est ça. suffit à réinsuffler un concept, une idée, un truc que tu dis. C'est ce que je me dis. Et puis après, j'ai suffisamment de connaissances maintenant pour, par exemple, réussir à poser, je sais pas, un premier instrument, une première ligne avec mon prophète et savoir régler mon push dans la bonne tonalité. Parce que vu que je compose avec le push et qu'il y a le scale et qu'on est coincé dans une seule tonalité, en général, je suis quand même obligée de la trouver à un moment et de savoir la fondamentale où elle est pour ne serait-ce que mettre mon push correctement pour contrôler mon modulaire. Et m'accorder aussi correctement. Ouais, ok. Du coup, tu es obligé d'y réfléchir à chaque fois. Oui. Un petit peu quand même. Un petit peu. Après, après tu es aidé par la gamme pré-enregistré du push, en fait. Et peut-être aussi que tous ces outils technologiques font que j'ai pas non plus appris. C'est-à-dire que, en fait, je pense que moi, je suis vraiment un produit aussi de la technologie musicalement. Parce qu'en fait, la technologie, elle m'a permis de composer. Vu que je travaillais pas d'instrument avant et que j'ai commencé par la musique électronique, en fait, toute l'approche de ma musique, elle est extrêmement connectée à l'outil technologique. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu avoir des facilités sur certains aspects et que j'ai pu développer créativement d'autres aspects. J'ai fait énormément de sound design parce que c'était ma pratique de base. Mais par contre, je ne me suis pas tout de suite intéressée à l'harmonie parce que les outils que j'utilisais me permettaient de ne pas apprendre, de m'en passer. Et c'est ce qu'on entend beaucoup avec beaucoup de musiciens électroniques. La recherche du timbre, la recherche du sound design, la recherche sonore, elle va être plus au centre que la recherche harmonique de base. Et puis après... une fois qu'on a un peu acquis tout ça, on va sur la suite. Et la suite, c'est l'harmonie, c'est le rythme. Voilà, c'est explorer tout le reste de ce qui existe, en fait. Et alors, quelle est un peu ta méthode de travail ? Est-ce que tu travailles vraiment morceau par morceau ? Tu te dis, là, je vais essayer de faire un morceau comme ci, comme ça ? Ou est-ce que tu te fixes des objectifs ? Est-ce qu'avec Paolo, vous dites, là, on va faire un EP 4 titres, ou on bosse sur un album ? Comment tu organises un peu ton travail et quels objectifs tu suis comme ça ? De base, quand on a fait notre tout premier, il fallait sortir 5 titres. On se disait, voilà, faut qu'on finisse quelque chose, on va finir quelque chose, on verra combien de titres ça prend. Le deuxième, je voulais aussi faire 5 titres. Je me sentais pas de faire un album, en fait. J'avais l'impression que sur 9 titres... j'arriverais pas à tenir un discours tout du long. Parce qu'en fait, je trouve ça dur, 9 titres quand même. Il faut être bon. Il faut être bon tout du long. Moi, c'était mon impression en tout cas. Je voulais pas des morceaux qui soient moins bien que les autres. Et le premier, c'est Odali ou tu parles de... Le premier, c'est Odali. Derrière l'écran. Derrière l'écran, c'est le deuxième. Okay. Et l'album, là, c'est le troisième. Donc ça fait peu de sorties finalement en 6 ans. Et puis sur Derrière l'écran, on a fait beaucoup de concerts. Donc du coup, j'avais aussi compris des trucs vis-à-vis du live. J'avais compris où je voulais aller, qu'est-ce que j'avais envie de faire en concert, qu'est-ce qui était intéressant. Et du coup, je pense aussi qu'au moment de l'album, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer en concert ? Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer en concert et qu'est-ce que j'ai envie de composer en fait par rapport à ça et quel équilibre j'ai envie de trouver. Et j'avais des envies aussi. Je voulais faire des featuring par exemple. Donc sur l'album, je pense que sur l'album, il y avait un peu plus ce truc de... J'ai d'abord posé des titres
qui sortaient comme ça. Et au bout d'un moment, quand j'en avais déjà 4-5, à la fin, je me suis dit, bon là, je dois aller jusqu'à 9. Donc maintenant, je vais quand même me noter ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de faire un morceau plus rythmique Est-ce que j'ai envie de faire un morceau plus ambiante Voilà. Donc de vraiment me noter des envies, en fait. Des envies. Et puis aussi me noter combien de featuring je voulais faire, avec qui. Parce que moi, j'adore les gens. C'est un peu... non, mais c'est vrai. Je les trouve talentueux. Non, mais c'est ça. Je trouve les gens talentueux. Vu que j'écoute énormément de musique, j'ai envie de collaborer avec tout le monde. Ouais. En fait, j'écoute un truc, j'ai envie de collaborer avec la personne. Si ça me touche, c'est immédiat. Je pense que quand je dis j'adore les gens, c'est vraiment pas un euphémisme, en fait. C'est très fort chez moi. Je crois que c'est pour ça que je fais de la musique. Donc, du coup, il y avait aussi cette envie de me dire mais génial, je fais un album, et je vais chercher des gens avec qui j'ai envie de jouer, de créer de la musique. Ok. Et c'était l'occasion. 9 titres, ça te permet de mettre 3 featuring, comme j'ai fait. Alors plutôt avec des voix, c'est ça? Des chanteuses? Alors, du coup, 2 chanteuses et une personne chanteuse qui est non-binaire, Limace, et qui sont aussi des personnes de mon entourage et qui habitent à Lyon. Et c'était important pour moi parce que je voulais des projets locaux. Je voulais travailler avec les gens. Dans la même pièce. Dans la même pièce. Dans la même pièce, être ensemble, voir le morceau se créer ensemble, en fait. Et ça m'empêche pas d'avoir l'idée de faire des collabs avec d'autres personnes. Mais je trouve quand même, on fait de la musique pour l'humain. C'est génial d'être avec une personne et de voir exister... ce que la personne, elle va poser sur ton morceau, mais tu ressens des émotions. Je trouve que c'est vraiment super fort, en fait. Et c'est un truc que je ressens déjà avec Paolo quand il vient et qu'il rajoute sa partie sur des morceaux où j'ai passé déjà énormément de temps à travailler dessus. Et là, les voix, ça m'a fait un effet. Le morceau avec Claire Days, c'est un morceau que j'ai composé alors que j'étais très, très amoureuse de quelqu'un, et j'ai composé ce morceau en pensant à ça, en pensant à ma façon d'aimer, à ce que je voulais transmettre et tout. Et c'est un morceau d'une personne très amoureuse, et c'était ma première chanson d'amour, donc je lui avais envoyé en lui disant, en fait, j'ai fait une balade électronique, chanson d'amour, est-ce que tu peux poser de la voix là-dessus? Et quand j'ai reçu le truc, j'ai pleuré. Quand j'ai reçu la voix, en fait, je l'ai écoutée et c'était pas mixé, il y avait rien. J'ai écouté sa voix sur le morceau, j'ai pleuré. Parce que c'était trop beau, parce que ça correspondait à ce que je voulais, parce que je me suis dit, mais c'est génial, faut que je fasse ça tous les jours, ça me fait tellement du bien. Je vois. Je suis même un peu ému, je vois dans tes yeux. Et ça me touche aussi, mais je vois à peu près la sensation que ça peut faire d'avoir d'avoir été compris par l'autre et que ça vienne sublimer tout ton discours et les tripes que tu y as mis aussi. Donc, trop cool. Ouais, trop beau. Merci Claire d'ailleurs. Donc ça, c'était des collabs pour l'album Puissante Vulnérabilité, qui est sorti en septembre dernier sur le label de Max Cooper. Bravo. C'était les premières collabs que tu as fait sur cet album où tu en avais déjà... Alors, tu travailles avec Paolo, mais sur un morceau, unique comme ça, est-ce que tu avais déjà travaillé avec d'autres personnes avant ou c'était la première fois Non, là, c'était la première fois. Que tu te mettais ce challenge. Ouais. C'est un challenge parce que ça fait que tu ramènes des personnes qui ont en plus des identités et des projets très forts à l'intérieur de ton projet. Et non, ça c'est un gros challenge en fait, parce que en plus je suis productrice de musique électronique, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je fais beaucoup le paysage des musiques en fait. En général, c'est le personnage principal, c'est le violoncelle. Donc c'était complètement logique pour moi d'aller travailler avec des personnes qui allaient chanter, parce que ça remplaçait d'une certaine manière cette place de personnage principal, et ça a marché super bien, super vite. Sauf que j'avais un peu peur aussi de perdre mon identité, parce que la voix,
c'est un truc qui prend beaucoup de place tout de suite, très fort, au niveau de l'émotion, de tout. Et je me disais comment je fais pour intégrer de la voix dans mes morceaux tout en gardant ma patte, mon truc. Et en fait, ça a été super simple. Enfin, Ok. je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi facile. Mais je pense que c'est aussi choisir des interprètes qui vont pas dénaturer ce que tu fais. Parce qu'en fait, ils sont dans la même case que toi. Par exemple, Black Lilies, avec le morceau We Are Nature, on a des artistes qu'on écoute. Donc, on s'est rencontrés. Et en fait, on s'est dit, bah moi, j'adore Olafur Arnalds, par exemple, c'est un de mes compositeurs préférés, et Black Lilies aussi. Hmm. Donc, on a réussi à trouver un terrain commun, Des sensibilités et des esthétiques voilà, communes. pour vraiment se dire où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce que moi je recherche, parce que ça reste mon projet et mon album, donc c'était hyper important qu'ils prennent pas ma place en fait, et que je puisse continuer à l'idée tout en ramenant leurs pattes et leur univers, parce que c'est ça que je voulais. Donc ces 3 collaborations, elles se sont faites de manière très différente. Black Lilies, vu qu'il y avait Robin et Camille, Robin fait de la guitare, Camille chante, j'ai voulu les intégrer tous les deux. J'ai pas dit, voilà, moi je veux que la voix. J'ai dit, vous êtes un groupe, Ouais. je fais un featuring avec une identité de groupe, donc vous venez tous les deux. Ça n'a pas de sens d'écarter le guitariste du groupe. Enfin, ça aurait été vraiment dommage. Donc on a beaucoup travaillé ensemble dans la même pièce et on a fait beaucoup d'allers-retours. Avec Limace, c'était très différent. Yael est venue dans mon studio et je lui ai demandé d'improviser avec des consignes. Donc Ok. je lui disais, et ça c'est un truc qu'on travaille avec Paolo, beaucoup. Je demande à Paolo d'improviser avec une consigne. Ok. La consigne, c'est très rigolo. Ça va Ça être... peut être n'importe quoi. Oui, C'est une contrainte donnée. c'est une quoi. contrainte donnée, souvent liée à un sentiment ou à une image de film ou à un paysage. Donc je vais dire, oui, est-ce que tu peux jouer du violoncelle comme si une feuille tombait d'un arbre, ou je vais dire, donc là dans le cadre de l'IMAS, c'était, est-ce que tu peux chanter comme si tu étais en train de prendre soin de la plus petite, minuscule et fragile créature du monde, en fait. Parce que mon morceau que j'étais en train de créer, c'était sur le fait de prendre soin des autres, en fait. Et donc je voulais qu'on retrouve dans la façon de chanter cet aspect-là. Et on a inventé un langage, en fait, pour ça. Les mots qu'il y a dans ce morceau, caresse, ils n'existent pas, en fait. C'est des C'est pour ça que syllabes. je me demandais quelle était cette langue. Cette langue n'existe pas. C'est vraiment, on a inventé ensemble en étant dans le même studio. Et en fait, une fois que il y avait plusieurs mots qui revenaient, des che, des se, ce genre de choses. Et je lui ai dit, bah voilà, est-ce que tu peux rester sur ces syllabes-là, mais me les faire encore plus comme ci, comme ça. Enfin, et en fait, j'ai creusé, mais comme je le fais avec mon synthétiseur, en fait. Mais juste avec une autre personne. Alors, il faut que les personnes soient consentantes. Parce que c'est important pour moi, mais en fait, apparemment, c'était hyper agréable. C'est-à-dire que je le fais pas dans un truc de compositeur comme on imagine dans les films, en fait, qui sont durs. Et Oui, qui, oui. Enfin, je le fais d'une manière où est-ce que tu ressens le fait que là, on est en train de s'accrocher à tel sentiment? Est-ce que tu peux rester dans cette émotion? Tout ça. Mais ça peut être un peu difficile aussi. Donc, c'est un gros travail, en fait, à ce moment-là. Ça dépend combien de temps dure la session. Bah oui. Si elle a le droit d'aller boire un coup, pas. Si, non, ça, y a pas de problème. Oui, hyper mais... intéressant. En tout cas, tu es à la fois entre le chef d'orchestre et quelqu'un qui joue avec un instrument humain. C'est ça, et je pense qu'il y a de l'humain derrière ça, Ouais, en fait, ouais. aussi. Et du coup, il y a forcément un échange et un truc incontrôlable entre les deux qui crée la magie. Ouais, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Après, avec Claire, c'était très différent. On pouvait pas se voir. Donc, j'ai reçu la voix déjà enregistrée chez elle.
Mais en même Après temps, que tu lui as envoyé je lui ai un projet. envoyé genre le morceau comme il est là, Ok. tout structuré. Mais en me disant, mais comment elle va faire pour Pour se faire faire un sa truc? place. Ah ouais, parce que à la fois, il y avait de la place pour de la voix, mais il n'y avait pas de rythme. Il y avait pas. C'était un morceau d'ambiance, en fait. Avec des petites notes, etc. Mais c'était un morceau d'ambiance. Et là, c'est vrai que Désolé. non, mais c'est exactement ça. Je lui ai envoyé en lui disant je suis désolée, j'ai fait ça. En plus, elle avait déjà essayé sur un autre morceau qui est aussi dans l'album, qui est Wounded, qui est un morceau d'ambiance aussi. Et je savais qu'elle aimait bien ce morceau-là, mais elle m'avait dit vraiment, j'y arrive pas parce qu'harmoniquement, c'était pas, c'était trop compliqué. Et puis il y avait des rythmes un peu bizarres et tout. Et en fait, ça marchait pas du tout. Elle me dit vraiment, là, j'y arrive pas, faut que tu me renvoies à autre chose. Donc j'ai fait une autre tentative. Sauf qu'en fait, j'ai refait la même chose. Donc, en fait, je me suis dit, bah mince, je t'envoie ça, mais vraiment, si jamais ça va pas et ça marche pas, On réessayera. je te ferai un truc avec un couplet-refrain. Et en fait, ça sera plus facile. Ouais. Parce que là, parce que je vais pas encore te mettre en difficulté. Enfin, en tout cas, moi, je le vivais comme ça. Et en fait, je lui envoie. Et là, mais génial. Hein. Quand je l'ai reçu, j'étais vraiment. Tu as reçu le résultat. J'ai reçu le résultat et en fait, j'ai recoupé. Elle m'avait beaucoup doublé des voix. Et en fait, j'ai recoupé dedans pour faire quelque chose d'un peu plus épuré. Et je lui ai renvoyé cette version-là. Et en fait, elle m'a dit j'aurais exactement coupé ce que tu as coupé. Donc en fait, on était complètement D'accord. sur la même longueur d'onde. Et en fait, ce morceau, il était tellement facile à finir. C'était vraiment trop beau. Et celui avec Limace, de cette impro, j'ai sorti des mots qu'on avait répété plein de fois. J'avais des syllabes, des petites syllabes, des souffles, etc. Et là, j'ai fait comme ce que je fais avec le violoncelle, c'est-à-dire que j'ai coupé, édité, envoyé la voix dans plein d'effets différents, fait des espaces différents. Et là, c'est vraiment un travail de sampling, editing très précis. Mais en live, par exemple, quand on l'a joué, c'était hyper dur à faire. On pouvait pas avoir la même chose. Enfin, c'était pas possible. Ça avait aucun intérêt même. Non, là, c'est vraiment une performance de studio, quoi. Oui. De production. Ouais, c'est ça. Ouais. Et une recherche sonore. Ouais. Ça te prend combien de temps à peu près en général Un morceau un morceau. Waouh. Non, peut-être ta partie à toi, en tout cas, peut-être, du coup. Je pense que je suis pas du tout rentable, ça c'est sûr. C'est vrai qu'à chaque sortie, ça me prend de moins en moins de temps. Donc ça déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, mes 2 premiers EP, j'ai passé peut-être 2 mois par morceau. Et ça c'était trop. Sur l'album, je pense qu'en moyenne, j'ai passé 1 mois par morceau. Mais bon, ça veut pas dire que je me lève à 9h le matin et que j'arrête à 18h le soir et que j'ai pas fini. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouvel EP, donc je suis vraiment au tout début. On va dire que j'ai déjà passé 2 semaines sur un morceau que je trouve presque finalisé là. Ah oui, il y a un beau progrès. Énorme. Alors ça vient de quoi, selon toi? Tu sais plus vite où tu veux aller? Tu as une idée plus précise avant de commencer? Tu te poses les bonnes questions? Les bonnes questions. Ouais. À mon avis, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est la marge de progression. C'est que tu sais plus rapidement comment faire les choses. Tu sais les difficultés que tu as eues avant. Donc, tu as un peu engrangé une tonne d'informations sur bon, tu te rappelles la dernière fois quand tu avais mis 2 instruments exactement dans le même timbre? Qu'est-ce qui s'est passé au mix? Et t'as pas réussi à les caler ensemble. Donc là, ces 2 instruments, ils sont très beaux, mais on n'a qu'à les mettre dans 2 morceaux séparés. Et en fait, c'est très bien. C'est très bien de se critiquer. C'est une question d'expérience et de pratique, quoi, vraiment, d'apprendre de ses erreurs ou des difficultés que tu as pu avoir. Ouais. Et puis aussi de comprendre, par exemple, je suis meilleure en mix. Donc en fait, je vais plus rapidement
par exemple, là, cette année, mon enjeu sur le dernier album, j'ai fait un morceau qui s'appelle Battement, qui était un de mes premiers morceaux vraiment rythmiques et qui est mon morceau le plus rythmique de l'album. Et quand j'ai fait ce morceau, le kick, j'étais trop fière. Enfin, vraiment, j'ai eu un truc de oh, ça y est, j'arrive enfin à faire un kick après 6 ans de musique électronique. Parce qu'en fait, c'est pas facile de placer un kick correctement dans un morceau. Enfin, on a l'impression que les gens qui font de la techno, c'est simple. C'est pas simple. Hein. La techno minimale, c'est hyper dur. C'est 3 éléments et tout sonne. Enfin, franchement, moi, je trouve ça difficile. Et en fait, de réussir à placer ce kick et que je trouve vraiment bien. Je suis Tu assez l'aimes fière. toujours, oui. Ouais, oui. Ah bah d'ailleurs, c'est J'ai mon cru que t'allais premier dire, album. C'est mon premier album où quand je l'écoute encore maintenant, et bah je le trouve toujours bien. Tu vois pas les défauts Je en vois premier. des défauts. Je vois des défauts, mais je vois des défauts où je me dis, en fait, trop bien, je vais avoir l'occasion d'arranger ça sur la suite. Et c'est beaucoup plus positif et ça te permet vraiment beaucoup plus d'avancer que ce que je me disais avant. Avant, c'était plus t'es encore pas assez bonne. Comment ça se fait que tu t'es pas améliorée assez vite ça serait peut-être bien de se bouger. Tu vois, les autres, ils y arrivent. Au boulot. Oui, voilà, c'est pas... ça te permet pas vraiment de t'améliorer, en fait, ce genre de pensée. Ouais. Et en plus, c'est quelque chose que je dirais jamais à quelqu'un d'autre. Dans le sens où je vois quelqu'un qui produit de la musique et moi, je donne des cours. Jamais j'irai voir la personne et je lui dis hey, bon alors, Peut-être falloir... tes kicks, comment ça se fait que ça sonne toujours pas bien? Et en fait, c'est un truc qu'on se fait à nous-mêmes alors qu'on n'oserait jamais le faire à quelqu'un d'autre. Enfin, à aucun moment, on irait dire ça à quelqu'un. Donc... bon, là, il y a un moment, je me suis Faut dit, se respecter, on soi. arrête. Bah oui, on arrête de faire ça. Et c'est vrai que ce morceau, Battement, je trouve que la partie rythmique, qui est pas mon point fort de base, elle est vraiment cool. Donc, je me suis dit, bah là, j'ai envie de continuer sur cette lancée. C'est-à-dire que c'est mon point faible normalement. Bah, le prochain EP, c'est que du rythme. Enfin, mais c'est un truc que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est que je vais toujours chercher l'endroit où je suis pas très bonne. Et puis, vu que ça m'intéresse d'améliorer ces trucs, bah, je vais creuser et je vais bosser dessus. Et à la fin, je vais avoir des résultats qui sont le cumul de tout ce que j'ai appris. Et en fait, c'est trop bien. Enfin, déjà, ça me fait du bien. Et puis ça me fait bosser, ça fait que mon esprit va aller sur des trucs nouveaux. Donc, et moi, la nouveauté, c'est assez important. Enfin, j'en ai vraiment besoin. Bah, Donc, c'est stimulant, oui. c'est stimulant, en fait, à chaque fois. Donc là, je travaille des kicks. Et en vrai, je suis hyper contente parce que ça y est, j'ai compris vraiment des trucs. Et mes nouveaux kicks de mes nouveaux morceaux, ils sont vraiment cool. Ça va tabasser. Bah, tu veux pas nous livrer un petit conseil sur les kicks? Ah. En vrai, ah oui, je peux livrer un petit truc conseil que t'as sur les compris. kicks. Déjà, de ne pas prendre des samples déjà compressés, déjà réverbérés, etc. C'est hyper important. C'est-à-dire que les banques de samples qu'on prend pour les kicks, il faut que ce soit des choses où il n'y a pas tous les effets dessus. Parce qu'en fait, sinon, ils ne vont pas s'intégrer correctement à ton morceau. À moins d'avoir vraiment de la chance. Donc, bon, là, après, dans ce cas-là, faut... Ou de scroller la banque de sons jusqu'à tomber sur le truc qui va bien sonner Ouais. pile poil avec. Exactement. Par exemple, c'était quoi cette banque Vengeance. Ouais. Il y a un moment, moi, j'avais des potes producteurs de musique électronique qui me disaient « Non, mais si tes kicks qui sonnent jamais, t'as qu'à prendre un kick de Vengeance. » Bon, bah non. Mauvaise idée, ça fonctionne pas parce qu'en fait, tu vas scroller. Au bout d'un moment, tu vas te dire bon, bah ça marche jamais. Donc tu vas prendre le kick et tu vas créer tout le reste autour. Mais en fait, c'est un peu dommage. Et puis en plus, en général. En fait, dans ces banques, enfin là, surtout la Vengeance, c'était surproduit, surcompressé. Exactement. Donc ça marchait jamais et si pour moi. derrière, tu t'amuses à revenir rajouter encore une compression, le renvoyer dans un truc. C'est pourri, en fait. Ça marche pas. Et t'as des résultats qui sont décevants. Tu comprends pas pourquoi tes résultats sont décevants à côté des autres. Tu te compares, t'arrêtes.
Tu quittes. Donc tu pars plutôt de sample dry, Ouais. voire enfin batterie acoustique ou Ah non, Non, de son- j'ai quand même des kicks, j'ai des banques de kicks. Ouais, Des fois, je les fais avec mon modulaire. ouais, voilà. Tu peux aussi le produire. J'ai arrêté. Je le faisais pendant pas mal de temps, j'en faisais avec Operator. Mm. Operator, je trouve que c'est un super... pour faire des kicks, c'est vraiment cool. Mais j'ai arrêté parce que ça me prenait du temps et je voulais passer du temps sur le reste. Donc, par contre, je mets une grosse chaîne d'effets derrière. Déjà, par exemple, mes kicks, je les compresse avec du sidechain Mhm. dans le grave. C'est un truc que j'ai appris et en gros, ça change vraiment les choses. L'endroit où tu mets ton sidechain par rapport au grave de ton kick, c'est ça qui va faire qu'il va sonner ou pas. Si jamais tu mets pas de sidechain dans le grave, ça va pas être... Enfin, ça va pas avoir l'impact. Tu vois ce que je veux dire ou... C'est la compression que tu envoies en parallèle. Pas que en parallèle, hein. Directement en insert Ok, sur le kick. Je mets Oui. un sidechain sur le grave du kick. d'accord. Donc Mm. ça veut dire c'est ce qui va déclencher le compresseur. Il Va laisse surtout de, pas il laisse de prendre. côté les graves. Il va pas prendre les graves. Ouais, ouais. Il va y avoir que le médium et l'aigu dans le compresseur. Ouais. Il va pas prendre le grave. Du coup, il va pas te compresser le grave. Mm. Et c'est ça qui va faire que tu vas avoir de l'impact, etc. Et je fais de la compression parallèle aussi, très vénère. Et souvent que dans les mids. Ah ouais. Ouais, donc tu vois. Mais ça, c'est mon truc, hein. Ça se trouve. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres manières de faire, hein. Mais je fais ça. J'utilise je pense que tout le monde connaît ce plugin. J'utilise le Sausage Fattener sur Mhm. mes kicks, en plus de tout ça. Et C'est une saturation. c'est une Ouais. saturation, overdrive, coloration. Et en fait, et je l'utilise aussi sur le violoncelle. Ok. Donc, pour rapprocher. Je pense que c'est à la limite entre la saturation et la compression, parallèle. Mm. Et en fait, je saurais pas Ça vient exactement vraiment expliquer. fatter le son, Ouais, quoi. c'est ça. Et je trouve que c'est un Ça super doit être ça. plugin pour tout ce qui est rapprocher tes éléments. Parce que j'ai l'impression que ça agit à la fois comme de la compression et en même temps comme vraiment de la saturation. Et ça te rapproche tout et ça fait vraiment ce truc fat. Donc si, par exemple, mon violoncelle, j'ai besoin qu'il soit très devant, très lead, comme une voix, je vais rajouter ça Ouais. et je vais faire la C'est même chose sur In mes the kicks. face. Exactement. Ok. Quel meilleur conseil de prod qu'on t'ait donné ou un truc, un moment eureka que t'as compris en termes de compo, de créa Je pense que le meilleur conseil de production, c'est de faire ses propres sons. C'est un peu évident. Je sais pas si c'est évident, mais en tout cas, de vraiment se lancer dans la synthèse, à aller faire ses propres sons, ses propres presets, ses propres samples. Ouais, c'est ça. Parce que tu vas avoir une couleur qui est à toi, qu'on va reconnaître immédiatement. Et je pense que c'est un des meilleurs conseils. Le deuxième, c'est de ne pas mettre beaucoup d'éléments. De laisser du silence et de la dynamique. Parce qu'en fait, on compose avec le silence. La musique, c'est le silence, en fait. S'il n'y avait pas de silence, il n'y aurait pas de musique. Donc, en fait, quand on y réfléchit en termes de mix, chaque silence qu'on va réussir à insérer, ça va nous donner une énergie dans notre musique qui est vraiment très forte. Donc moi, par exemple, j'ai des techniques pour ça. J'utilise des LFO de partout. Mais parce que je fais du modulaire, en fait. Donc j'ai l'habitude de moduler les signaux et je vais utiliser des LFO avec des utilities, donc que sur des volumes. Qui vont venir baisser le son. Baisser le son rythmiquement. Donc moi, si tu prends mes sessions Ableton, sur chaque piste de chaque instrument, j'ai des sons continus, mais qui sont baissés avec des LFO. Ok. Tout le temps. Et du coup, ça te surprend aussi toi, parce que tu Bah gères oui. pas forcément à quel moment ça va disparaître ou revenir. Ouais.
et du coup tu composes avec ça, quoi. Exactement. C'est à la limite de l'aléatoire, même si franchement, c'est pas de l'aléatoire vraiment. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un LFO sur un utility sur une piste. Je vais le caler, je sais pas, à un rythme précis. Et puis après, sur notre partie, je vais changer le rythme. Du coup, ça va me donner vraiment complètement autre chose. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ma compo. Et en fait, rapidement, je vais avoir des résultats où je vais me dire « Ah bah trop bien, il y a du silence, il y a plein d'éléments. » aussi. C'est ce qui fait la complexité de mon son, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, mais ils arrivent tous pas au même endroit et au même moment. Donc en fait, je vais garder mes silences, je vais vraiment avoir des endroits de stop, des dynamiques. Je vais surtout pas cumuler des pistes dans les mêmes timbres, parce que ça, c'est un gros souci, en fait. C'est ça qui fait que ton truc, il sonne pas en général. Donc je vais vraiment pas avoir de problème de fréquence. Et en fait, ça va me permettre d'avoir des mix super aérés. Voilà. Après, gros travail sur les espaces aussi, la réverbération et la saturation. Donc, je vais rapprocher mes éléments vraiment pour les mettre très frontaux, donc comme l'histoire du kick, avec de la saturation et de la compression. Et après, tout ce qui est dans le fond, je vais pas compresser. Donc très très souvent je compresse pas des aigus, tu vois, des nappes, tout ce que je fais avec mon modulaire, un peu des cloches. Des fois je vais pas compresser ces éléments, les laisser dans le fond. Et du coup avoir des espaces qui sont très grands, des reverbs très longues qui vont vraiment faire mon arrière-plan. Je vois des tableaux. C'est vraiment visuel, quoi. T'as un espace, tu construis une scène sonore, quoi. Oui, ouais. un peu un tableau, hein. Franchement. De toute façon, le tableau, le principe, c'est que si t'as rien devant, tu vois pas la profondeur. Enfin, en fait, c'est pas possible de voir une profondeur s'il n'y a pas un élément au premier plan. Et je pense pareil en musique, en fait. Et je réfléchis comme ça, et c'est ce qui fait qu'il y a de la profondeur dans ce que je fais. Parce que si tout est profond, tu captes rien, en fait. Tu captes pas la profondeur s'il n'y a pas quelque chose de proche. De mon point de vue, hein, mon point de vue. Je sais pas si ça aide. Sur les fréquences, tu réfléchis vraiment, ou tu le ressens, tu te dis il manque peut-être un truc dans les bas médiums, ou est-ce que tu regardes ta courbe d'EQ Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Je regarde pas ma courbe d'EQ. C'est plutôt quand tu ajoutes un nouvel élément, je m'en rends compte. Tu vérifies que ça rentre pas en compétition avec autre chose. En fait, j'ai l'impression qu'on fait de la musique avec les oreilles. En tout cas, c'est un truc que j'essaye vraiment de garder. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui marchent, mais c'est pas très logique que ça marche. Selon, si j'avais juste regardé la courbe, si je m'étais juste posé la question, en fait, ça se trouve, j'aurais dit, non, là, ces deux éléments, ils pouvaient pas fonctionner ensemble. Et je comprends pas pourquoi, des fois, ça marche quand même, en fait. Donc, j'essaye de toujours faire de la musique avec mes oreilles, de pas modifier des choses que j'entends pas avec mes yeux. Après, en ce moment, je suis un peu en train de revenir là-dessus parce que j'ai vu qu'en ce moment je suis sur le travail des basses et des kicks, qui est mon c'est mon prochain chantier. Ton chantier du moment, oui. Voilà. En fait, j'ai reçu de la part de potes des images qui me montraient les endroits où la basse et le kick sonnaient le mieux, selon des gros systèmes, tu vois, par exemple de salles de concert. Donc des schémas avec vraiment les numéros de fréquences qui sonnent le mieux. Ok. J'ai des potes qui utilisent vraiment ce genre d'image pour aller chercher l'endroit où ça va le plus taper, etc. Donc en ce moment, je suis sur ce chantier-là. Donc s'il y a des conseils, je prends. Mais c'est vrai que c'est un peu ma prochaine étape, c'est de regarder un peu des acquis communs, on va dire, qu'on a dans la musique électronique, que tout le monde sait, mais que moi, peut-être, je ne sais pas encore. Sur cette question-là, la question du bass kick. Ouais. Et, très technique du coup, et vraiment physique, quoi, pour le coup. C'est ça. Et en même temps, ça, je trouve ça super intéressant. C'est pas dans mon approche pour l'instant.
Mais en fait, ça va venir dans l'éventail de mes compétences. Voilà, je vais le rajouter. On va arriver vraiment rapidement sur des questions psychoacoustiques Oui. et plus scientifiques. Mais je trouve ça intéressant. Enfin, en fait, ça fait partie du taf. C'est pas un truc que j'ai exploré pour l'instant parce que peut-être j'en avais pas besoin, mais exactement comme l'harmonie. Là, maintenant, je sens que j'en ai plus besoin. J'ai envie de faire des morceaux qui ont vraiment des impacts et tout. En fait, je vais aller travailler ça parce que j'en ai besoin. Au niveau, alors plus carrière, entre guillemets, équipe, aujourd'hui, tu travailles avec... tu as une équipe, tu as un manager. Comment ça se passe raconte-nous tout ça. Eh j'ai envie de dire, c'est un peu la partie cachée de l'iceberg. Qui est que moi, j'ai pas du tout d'équipe. Okay. J'ai une bookeuse depuis peu de temps, qui travaille vraiment super bien d'ailleurs, parce qu'on fait les nuits sonores. La prochaine édition. Ouais, en mai. Donc ça, c'est trop bien. Et cette bookeuse, elle est arrivée il y a quelques mois dans le projet. Avant, je vendais mes dates seule. Donc c'était beaucoup de travail. C'est toujours beaucoup de travail. C'est-à-dire que tu allais contacter des salles, des programmateurs. Ouais. Donc, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. Je fais un projet de niche. Quand même, ma musique, c'est de la musique de niche. En France, on n'est pas trop sur ces esthétiques-là. Donc, ça n'a pas été forcément évident de jouer beaucoup dans des salles. Mais après... Là, je viens de signer mon dernier album sur le label de Max Cooper, Mesh. C'est un truc qui est arrivé... en fait, je suis sur des Discord. Je suis sur Discord sur les communautés des labels et des artistes. Et en fait, je discute avec eux. Et un jour, il y a un gars qui a demandé à Max Cooper si on pouvait lui envoyer des démos. J'ai laissé un peu tout le monde envoyer parce que moi j'étais un peu dans mon truc en mode oh, mais c'est pas assez bien, je sais pas si je l'envoie, voilà, m'excuser d'exister. Et puis au bout d'un moment, je crois que je sais pas, c'était un matin en plus, je me rappelle assez bien, je me lève, je me dis allez j'y vais, on sait jamais. Au pire, au pire, il va me dire que c'est pas très bien et que ça a pas le niveau. Enfin, il va pas me dire un truc horrible. Ou peut-être je passerai une semaine à pleurer dans ma chambre et puis après je repartirai quoi. Enfin, ça va. Donc je lui envoie et en fait, il m'a répondu dans l'heure. Et en plus, c'est marrant parce que sur SoundCloud, quand tu envoies des liens, tu peux voir les gens écouter. Donc je le voyais écouter le morceau 1, puis le morceau 2, puis le morceau 3. Et puis en fait, je me disais, il y a vraiment Max Cooper qui est en train d'écouter mon album, en fait. Et moi, je suis trop fan. Donc c'est vrai que c'était un peu fort pour moi. En plus, je suis assez sensible. Donc vraiment, t'attendais en tremblant que le couperet tombe. C'est un peu ça. Je le voyais écouter. C'est un peu stalking, hein, mais bon, voilà. Je pense qu'à ce moment-là, t'as la star. C'est bizarre cette fonctionnalité de SoundCloud quand même. De voir les gens écouter, oui, c'est un peu flippant, quoi, tu vois. Et en même temps, je me disais là, il a pas l'air de se faire chier quand même parce qu'il regarde, il continue. Tout va bien, Normalement, il y a pas de problème. Et puis, 5 minutes plus tard, il m'écrivait sur Insta en me disant que c'était super cool, qu'il trouvait ça vraiment beau. Pourtant, c'était des démos, hein, donc c'était pas fini. On n'avait pas enregistré le violoncelle bien. Okay. Donc, c'était un peu aussi le stress pour moi de dire... voilà, le violoncelle, il est enregistré avec les moyens du bord, mais on retournera l'enregistrer dans un vrai studio. Et en fait, il me dit c'est super, est-ce que je peux te mettre en contact avec mon label manager ? Bim. Immédiatement. Trop bien. J'étais évidemment super fière. Après, ça a mis un peu de temps parce que j'avais pas fini l'album. Donc, j'ai mis 1 an. Parce que je suis un peu longue. Oui, voilà. Il y avait déjà un projet d'album, oui, à ce moment-là, de faire... J'avais 3 morceaux, 3-4 morceaux finis. Enfin, des démos. Et c'était pas tout à fait fini. Tu savais pas encore si tu allais faire un album ou pas. Oui. Non. Et eux, ils m'ont dit, par contre, on signe un album. Ok.
Et donc ça m'a mis, enfin ça m'a poussé en fait à finir 9 titres et à peut-être aller un peu plus loin aussi. Parce que en fait, je trouve que quand t'es soutenu par une personne qui te dit que ce que tu fais c'est bien, en fait, il y a un moment tu vas te défoncer. En fait, tu vas aller plus loin que ce que tu aurais fait sinon. En tout cas, moi, j'ai besoin de ce moteur-là aussi, en fait, de savoir. Je pense qu'on en a tous besoin, sauf qu'on n'ose pas trop le dire, mais en tout cas, moi, j'ai besoin qu'on m'encourage. C'est pas un milieu facile. Je vendais mes dates toute seule. Je me manage toute seule. C'est beaucoup de travail. J'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. Mais il faut quand même imaginer que je travaille beaucoup plus que 45 heures par semaine, que je fais de la musique. Si je fais 12 jours par semaine, je suis vraiment contente. Et après, je me laisse aussi des moments où je fais pas du tout d'administration. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sinon, tu as le conflit entre l'aspect financier de ton travail et l'artistique. Des fois, il faut se laisser tranquille, en fait, parce que sinon, tu n'es plus créatif du tout. Et parce que ce milieu, il est difficile et que la musique, elle va pas très bien en ce moment. Donc oui, moi, j'essaye de me dire, voilà, il faut absolument que je trouve des endroits dans ma tête pour garder ce côté créatif et pas être tout le temps dans des problématiques financières. De stress, de d'attente, stress, de commercialisation. C'est ça, et j'ai pas envie, parce que je pourrais, on m'a déjà conseillé, vu qu'on est quand même dans un milieu de l'industrie de la musique qui est très lié à l'argent. Moi, on m'a déjà dit, si tu mettais un kick sur tous les temps, tu serais plus tu tranquille. Tu jouerais plus en club. Voilà, et est-ce que tu pourrais pas faire ça ? Oui, bien sûr que techniquement, je peux le faire, en fait. C'est pas ça le problème. Mais est-ce que vraiment j'ai envie d'aller là-dedans ? Non. Et je pense en plus que si j'y vais, je ferais pas bien mon truc parce que j'y croirais pas trop. Donc, ce sera un peu forcé, quoi. Mais c'est forcé. Et en fait, il y a des gens qui le font super bien, mais parce qu'ils aiment le faire. Moi, je vais... On l'espère. Bah oui, moi, j'ai pas envie de trahir mon propos. Et du coup, je pense que... Et en plus, je pense qu'il est complexe et qu'il a le droit de rester comme ça. J'ai un vrai sujet sur l'album qui est la vulnérabilité. J'ai toujours travaillé sur des thématiques qui me plaisent et qui m'intéressent. J'ai envie de garder cette patte qui est à la limite entre l'art un peu conceptuel, peut-être pas conceptuel, mais en tout cas, il y a des idées, et la musique. Donc, j'ai envie de garder ça. J'ai pas envie de trahir mon propos. Et je pense que c'est peut-être même pour ça que je travaille toute seule. Et après, là, depuis cette année, j'ai une personne qui va venir travailler avec moi en qualité de chargée de production, donc un peu management, mais finalement avec moi. Et puis de sur me le côté décharger. admin aussi. Et ouais, de me décharger parce que ça c'est beaucoup de travail. C'est sûr que je peux pas tout faire toute seule, en fait. Et j'en suis consciente. Après, j'ai pas non plus envie de perdre en liberté. Et je pense que c'est un peu le problème de tous les musiciens. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui nous dit de mettre un kick sur tous les temps pour mieux vendre notre projet. Je trouve que c'est pas hyper intéressant. Et en fait, il y a plein de moyens de vendre une musique comme la mienne, même si elle est très niche. Et il faut être un petit peu créatif. Je pense que ça peut... il peut y avoir des moyens, en tout cas. Moi, je suis intermittente. Je travaille dans le théâtre et la danse. Je fais des créas pour des compagnies. Des compagnies. Ouais. Et en fait, ça se passe bien, quand même. Tant que tu n'as pas prévu ta tournée internationale qui t'empêchera de faire ton métier pendant 6 mois. J'aimerais bien. Après, au Dali... tu vois, là, on annonce une tournée de 8 dates. Je trouve ça bien. Ouais. Bah ouais, trop cool. Trop cool. Et alors, on se dépêche un petit peu parce que malheureusement, le temps est compté, mais j'avais encore plein de sujets sur lesquels t'amener. On va mettre de côté le truc live parce que, bon, je pense en tout cas, moi, je me fais à peu près une idée du truc. Allez voir sur YouTube, il y a des sessions studio si vous voulez voir ce que ça donne. Je sais pas s'il y a des vidéos de live aussi, peut-être. Il y en aura bientôt.
Très bien. Je voulais t'amener sur le projet à venir ou du moment là, pour toi sur lequel tu travailles. Est-ce que c'est quelque chose qui est défini, qui a une deadline, qui a une sortie prévue? Est-ce qu'on peut en parler ou dis-nous juste ce qu'on peut dire dessus? Là, je travaille sur des remixes déjà, Ok. plusieurs qui vont sortir. Je travaille aussi pour une compile. Je fais un nouveau morceau pour une compile d'un label. Et je travaille pour un nouvel EP, sur un nouvel EP qui sera beaucoup plus rythmique, qui devrait sortir normalement sur Mesh. En tout cas, c'est un peu dans les tuyaux. Ok. Et je travaille aussi sur une compile de remix de l'album. Waouh. Waouh! Yes. Il se Ouais. passe plein de trucs. On aura plein de choses à écouter. Ouais, en tout cas, c'était un peu l'objectif, moi, de donner une seconde vie à l'album, parce que quand tu fais faire des remixes, c'est pour ça aussi, Ouais. c'est pour encore ramener plus de gens dans le processus de ça. Et l'EP, normalement, si tout se passe bien et que j'avance, etc., ça devrait plutôt être pour septembre de l'année prochaine. Ok. Et puis après, mon objectif, c'est de repartir sur un long format, donc vraiment un album. Et en fait, je travaille au très long cours sur un projet Dôme. Genre faire tourner un projet, un spectacle autour de cet album et du prochain pour Dôme. Donc avec des visuels immersifs. Un dôme architectural, donc Ouais, un planétarium, Un planétarium. des salles. un truc qui serait mobile du coup ou faire une tournée des Faire une planétariums. tournée des planétariums. Génial. Ouais, faire vraiment une tournée des planétariums et donc En son spatialisé. en son spatialisé et à côté une installation sonore à la limite entre le podcast vraiment d'auteur, on va dire. Je vais faire des interviews mais très poétiques, pour un peu ramener en fait cette question de la radio dans ma vie parce Ouais. que je l'avais bien mise de côté. Ok. Et ramener la radio, donc en interviewant des personnes qui m'ont notamment inspirée sur la création de cet album et sur mon concept, qui est de voir la vulnérabilité et le fait de la montrer comme quelque chose de positif et de puissant et de courageux. Et d'interviewer, on va dire, des philosophes, des scientifiques, etc., sur cette question de la vulnérabilité et d'en faire une installation sonore autour de l'album et qui se finira en spectacle pour Dôme avec des visuels des artistes avec qui j'ai fait les clips notamment. Parce qu'il y a Ok, pas mal ouais. de clips sur YouTube Mhm. et j'ai ce travail lié au visuel qui me passionne, mais comme Qui Max t'inspire Cooper bien en fait. aussi, ouais. Ouais, Ok, ouais. trop bien. Voilà. On s'arrête là-dessus, même si j'aurais encore discuté pendant 1 heure ou 2. Avec grand plaisir, on se refera un épisode. Merci beaucoup. Merci Odalie, très bonne route à toi. Merci encore 1000 fois. Merci à Paul qui m'aide à préparer ces épisodes et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Merci. Salut. In phase. Out of